Je vous propose aujourd'hui de vous faire part d'un certain nombre de réflexions que je conduis dans le cadre de la rédaction d'un ouvrage que je remettrai à l'édition d'ici la fin du mois de juin, qui est donc largement entamé. J'ai déjà à peu près la moitié de l'ouvrage qui est rédigé, sur l'expertise foncière. L'ouvrage en question sera une réflexion sur les impasses, sur les difficultés, sur les incompréhensions, sur les problèmes de mise en relation de tous ceux qui recourent à la notion de foncier, qui elle-même n'est pas claire dans toutes les têtes, ou en tout cas qui a des échelles extrêmement variées, et qui, parce que cette mise en relation est difficile, peuvent ne pas se comprendre, peuvent connaître des tensions, des incompréhensions, et notamment amener des gouvernements ou des organismes qui sont demandeurs d'expertise foncière à voir leur projet échouer, parce qu'il a mal été posé au départ, parce qu'il n'a pas été compris, parce qu'il n'y a pas eu un effort d'épistémologie suffisant pour pouvoir créer les conditions de recevabilité et de succès du projet. Et donc très souvent, c'est entre les pays demandeurs d'aide, les pays en développement, et les pays qui répondent à cette demande d'aide, les pays dits développés, que le problème se noue, en sachant que les pays demandeurs d'aide et les pays qui distribuent l'aide, ce sont souvent les anciens pays colonisés et les anciens pays colonisateurs. Alors, cet ouvrage est un ouvrage que j'écris dans le cadre des collections de l'Académie d'agriculture de France, et voilà le plan que je vais suivre. Une première partie portera sur l'explicitation des régimes juridiques, et je vais essayer de mettre à plat un certain nombre de difficultés dans la compréhension des notions et des mécanismes. Dans une deuxième partie, je traiterai la question de la formalisation, en sachant qu'aujourd'hui, dans les sciences sociales, il y a un très fort courant pour défendre, mettre en valeur l'informalité de nombreuses sociétés, et donc pour remettre en cause la nécessité du passage par une formalisation, alors que nous sommes dans un pays comme la France par exemple, mais pas seulement, disons, dans les pays dits développés, nous sommes maintenant habitués par nos administrations, par notre pratique depuis maintenant quelques siècles, nous sommes habitués à un très haut degré de formalisation. Donc il faut discuter de la formalisation et voir si, là encore, les termes sont correctement posés ou pas. Et dans une troisième partie, je compte montrer que aujourd'hui, parmi les voies de rénovation des problématiques foncières, à côté de voies de rénovation qui sont largement empruntées qui sont déjà très bien défrichées par l'anthropologie, par la science politique, par l'anthropologie juridique, etc. Je montrerai aussi qu'aujourd'hui, il y a un intérêt à associer le droit et la géographie, autrement dit, regarder quels sont les statuts des territoires et à avancer dans cette articulation, autrement dit, dans les disciplines qui sont des disciplines de type normatif, la morphologie agraire, le droit foncier, le droit agraire, par exemple. Alors, comme la matière est relativement vaste, j'ai choisi pour la présentation d'aujourd'hui un fil conducteur, c'est de prendre la question de l'érosion du concept de propriété aujourd'hui, faire un état des lieux du problème de l'érosion du concept de propriété, de façon à voir dans quel domaine ça nous mène. Et ça va nous mener à nous poser un certain nombre de questions. Je vais vous montrer que l'érosion de la notion de propriété, elle est liée à l'existence et à la persistance d'un régime de domanialité très particulier dans l'essentiel du monde aujourd'hui, qu'elle a à voir avec ce que l'on appelle de plus en plus les restrictions de droit public à la propriété privée,
qu'elle a à voir avec le débat autour de ce que l'on appelle les property rights, et donc de la différence qui existe entre la conception du droit foncier dans les pays de culture latine et la différence de conception qui existe dans les pays de culture anglo-saxonne. Je vous montrerai que la question de la propriété foncière est aujourd'hui complètement renouvelée par l'existence d'un très riche débat et d'une très riche recherche autour de tout ce qu'on appelle la propriété immatérielle, les droits, les brevets, les droits d'auteur, l'Internet libre, etc. Toute une série de droits de propriété ou de non-propriété qui se développent autour des biens immatériels, ce que l'on appelle les nouvelles enclosures, les nouvelles enclosures avec les fermetures que les grands groupes comme Google et autres sont capables de faire, nouvelles enclosures, parce qu'ils sont capables de prendre un ensemble de biens qui pourraient rester des biens communs circulant librement et de les fermer pour les transformer en biens marchands. Je vous montrerai que cette question a à voir avec la notion qui connaît une fortune incroyable dans les sciences sociales, qui est la notion de faisceau de droit, en anglais bundles of rights. Je vous montrerai que cette notion, que cette érosion de la propriété nous conduit vers le constat que la propriété évolue de plus en plus aujourd'hui vers une notion qu'on appelle le portage, et le portage foncier est tout à fait spécifique. Je vous en montrerai quelques exemples, et je vous montrerai qu'elle a à voir avec l'hétérogénéité agraire, laquelle se porte très très bien. Elle n'a jamais été absente dans aucun pays, elle a toujours été une constante de l'histoire, mais elle se porte de mieux en mieux, et on va probablement vers un renouveau de l'hétérogénéité agraire, c'est-à-dire de l'existence de territoires, de pays, à l'intérieur duquel le territoire n'est pas un et indivisible, mais formé de territoires ayant des droits, des statuts et des conditions tout à fait différentes les unes des autres, au point qu'on peut se demander si on vit sous la même loi quand on observe les différences. Et je vous le montrerai à partir de différents exemples. Alors, la crise de la propriété, la crise du concept de propriété, c'est ce qu'on appelle une inversion des normes. On vit une époque dans laquelle on assiste à un renversement, véritable retournement de situation, puisque ce qui était A jadis devient B aujourd'hui, ce qui était blanc jadis devient noir aujourd'hui, ou vice-versa, etc. Et cette inversion des normes, je vais vous la faire toucher du doigt à travers un certain nombre d'exemples. Sauf que nous ne disposons pas, et notamment dans les pays qui ont exercé une très grande influence dans le monde parce qu'ils ont été des pays colonisateurs, nous ne disposons pas de la même histoire, nous ne disposons pas du même récit sociologique, historique, historiographique. Donc nous n'arrivons pas et nous ne proposons pas à ceux qui nous demandent éventuellement de l'aide, un conseil, une expertise, nous ne leur proposons pas la même chose parce que nous n'avons pas les mêmes histoires les uns que les autres. Par exemple, si on prend le récit de la propriété dans l'histoire française, en allant à la serpe et en parlant des choses essentielles, nous savons que la vraie rupture, c'est la rupture de la Révolution française et du Code civil de 1804. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans notre histoire, et plus généralement dans l'histoire mondiale, ça a quand même été une grande nouveauté, pour la première fois, nous avons dit que la propriété ne serait plus lié au statut social selon qu'on était privilégié ou non privilégié. On a dit, désormais, tout le monde a le droit de devenir propriétaire. Ça ne veut pas dire que tout le monde pouvait le devenir. Les inégalités sociales sont restées pendantes et la question ne se pose pas sous cet angle-là. Mais au niveau du droit, on a créé une universalité. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, désormais, il n'y a plus de privilégiés, de non privilégiés, il n'y a plus que des citoyens qui ont formellement les mêmes droits. Donc pour nous,
la propriété foncière, telle qu'elle est, le droit de propriété, tel qu'il est mis en place à la Révolution, c'est un énorme progrès. Et même si les historiens, et c'est leur travail, vont disséquer, vont montrer les enjeux politiques, bref, toutes les négociations qui ont pu se passer, tout ça est parfaitement légitime, mais globalement, c'est un énorme progrès. Or, aujourd'hui, il y a inversion des normes, puisque vous prenez le moindre ouvrage qui paraisse en ce moment à jet continu en librairie, qu'est-ce que vous trouvez comme titre? Vous trouvez la crise de l'idéologie propriétaire, l'anti-propriétarisme, vive les communs et abat la propriété privée. Voilà la tonalité aujourd'hui. Donc il y a un véritable renversement, il y a une inversion des normes, puisque ce qui, il y a 2 siècles, était considéré comme un énorme progrès, passe aujourd'hui pour une ringardise absolue, passe pour quelque chose d'extrêmement condamnable, contestable, contre laquelle il faudrait revenir au profit d'autre chose. Donc notre récit à nous, vous voyez, en France, il est posé dans ces termes-là. Si vous prenez au contraire le récit qui est actuellement majoritaire dans le monde, c'est-à-dire le récit qui repose sur la conception anglo-saxonne, vous allez avoir un tout autre récit de l'histoire de la propriété. Là encore, je vais à l'essentiel. Ça serait beaucoup trop riche que d'entrer dans les détails, mais le récit qu'on nous propose est un récit sur une forme, musicalement, c'est une forme de da capo, c'est-à-dire on expose un premier thème, on en expose un second, puis on revient au premier thème. On a une forme A, B, A'. A, c'est les communs, les communs médiévaux. Ça nous est présenté aujourd'hui comme le nirvana. Puis, dans le récit anglo-saxon, arrivent les enclosures, c'est-à-dire la mainmise que l'aristocratie exerce sur les terres des communautés et les accaparements considérables qu'elle réalise au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Et donc ça, c'est le temps négatif, ça c'est un temps positif, ça c'est un temps négatif. Et aujourd'hui, on nous dit, il faut revenir vers les communs, il faut réinventer les communs, et donc on revient sur un temps positif. Donc on a bien un récit A, B, A, qui est tout à... Alors que chez nous, on a A, B, et puis après, on ne sait plus, on éclate, on n'a pas un retour, parce que c'est très difficile dans un pays comme la France de dire on va revenir à l'ancien régime parce que c'est formidable. C'est quelque chose qui passe mal. En Angleterre, où la propriété s'appelle toujours un fief, F-E-F-2-E, c'est le nom de la propriété, on n'a pas les mêmes problèmes. On vit dedans. Même si cette propriété n'a plus rien à voir avec le fief féodal, vous pouvez vous en douter, les Anglais ont évolué. Mais cette histoire fait qu'ils n'ont pas du tout les mêmes difficultés. Ils vivent encore avec une aristocratie, avec une royauté, etc. Ils ont donc encore un cadre formel qui les prédispose à accepter ce genre de choses. Pour nous, c'est complètement... Alors... Le débat, donc, est devenu extrêmement vif aujourd'hui dans le monde à ce sujet, et il est d'autant plus important que ce débat est source de politique publique ou de politique internationale, et la principale politique en matière foncière, c'est la politique que gère la Banque mondiale à Washington, et qui consiste à distribuer des sommes assez considérables pour des programmes de développement de la propriété dans le monde. Donc la Banque mondiale fait un choix, elle dit nous défendons le droit de propriété, elle ne défend pas du tout l'absence de la propriété ou les communs, ça c'est complètement autre chose, mais elle ne défend pas n'importe quelle idée de propriété, elle défend une propriété dont je parlerai un petit peu plus loin, les property rights, les droits de propriété, qui sont une version économique des droits de propriété, et elle met comme argument principal, c'est un argument qui est servi maintenant depuis des décennies dans les argumentaires, dans les développements de la Banque mondiale, c'est qu'il faut développer le titre de propriété, parce que si les gens possèdent un titre de propriété, ils pourront obtenir un crédit bancaire, parce qu'ils auront de quoi cautionner le prêt bancaire, et ils pourront donc améliorer, obtenir de l'argent pour s'équiper, etc. Donc c'est une vision économique qui a sa légitimité, hein, c'est un raisonnement qui se tient.
Mais là où ça devient beaucoup plus délicat, c'est que la Banque mondiale a imaginé derrière cela des critères, c'est ce que l'on appelle le doing business. Le doing business, c'est une espèce de grille d'évaluation mondiale que la Banque mondiale a établie et qui consiste à voir dans quelle mesure un pays favorise ou au contraire ne favorise-t-il pas l'entreprise. Autrement dit, c'est une grille d'évaluation de la capacité d'un pays à développer l'économie, à développer l'entreprise, à favoriser l'investissement. Et donc, c'est une grille qui va évaluer un certain nombre de faits. Or, le problème qui se pose, c'est la France qui en a fait les frais, entre autres, mais tout particulièrement. C'est que, ça c'est le classement 2016 que je vous montre. Vous voyez que la France est 29e, au 29e rang dans le monde. Si je vous montrais le classement de la France il y a seulement 11 ou 12 ans, vous trouveriez la France aux alentours de la 90e place, sur 198 pays ou quelque chose comme ça dans le monde. Pourquoi un pays comme la France, qui est un pays policé, qui a une fiscalité foncière, qui a plein d'éléments formels extrêmement bien en place, pourquoi est-elle si mal classée? Eh bien, tout simplement parce que les critères du doing business sont des critères qui font de la formalisation des obstacles à l'entreprise. Donc, ce qui ne va pas pour la Banque mondiale dans un pays comme la France, c'est que nous avons une fiscalité, nous avons des douanes, nous avons des notaires, nous avons des géomètres, nous avons des services juridiques, nous avons des juges capables de juger les litiges fonciers. Bref, nous avons toute une série de protocoles et de procédures qui, évidemment, ralentissent la libre entreprise. Nous ne sommes pas un pays d'investissement sauvage. Nous avons des règles. Et donc, forcément, pour la Banque mondiale, c'est mauvais. Puisque chez nous, pour obtenir un titre foncier, il faut plusieurs mois. Il y a des pays où on peut l'obtenir en 2 jours. Donc ces pays, évidemment, nous passent devant dans le classement mondial. Et voilà pourquoi nous étions 90e, et à la suite d'un lobbying très puissant que différentes institutions françaises, dont les notaires, à la suite de ce lobbying très puissant auprès de la Banque mondiale, il y a eu une petite évolution des critères du doing business, et c'est comme ça que la France est remontée à la 29e place, et qu'elle n'est plus dans le marécage, dans le milieu de ce classement. Mais vous voyez tout de suite que ça pose un énorme problème. Si les critères, si la qualité d'une administration, par exemple, comme dans un pays comme la France, fait que nous sommes mal évalués et qu'on juge que c'est mauvais, alors à ce moment-là, on se dit, mais dans quel monde vit-on? Est-ce que vraiment on partage les mêmes choix ou les mêmes valeurs que d'autres qui sont en compétition avec nous? Et vous constatez que nous sommes, à cause de ces choix de critères, que nous sommes en train de vivre une inversion des normes. Puisque le message qu'on nous fait passer, c'est « soyez donc beaucoup plus souples », faites sauter le maximum de normes et comme ça tout ira bien, l'investissement sera rapide et il y aura donc et vous serez beaucoup mieux classé que vous ne l'êtes actuellement. Excuse-moi. Oui, je t'en prie. Ils ont fait les notaires, comment ils ont réussi à négocier leur truc là? Parce que les notaires sont... Ils sont quand même garants justement du droit, des procédures, etc. Oui. C'est pour ça que c'est un peu... Enfin, c'est difficile de comprendre pourquoi ils ont arrivé à faire baisser... Ah non, au contraire, les notaires ce sont les tout premiers des professionnels concernés par la distribution de titres de propriété chez nous en France. C'est dans l'étude du notaire que se fait le titre de propriété. Et donc, eux, ils sont directement concernés, directement en première ligne, si on allège les procédures. Pour eux, c'est du bénéfice en rond. Donc, devant ça, les notaires, qui sont une force de pression internationale dont vous n'avez pas idée, pour une raison très simple, c'est qu'il y a actuellement, sur 198 pays, il y a à peu près un peu plus de la moitié des pays qui ont un notariat, et les notaires sont fédérés dans une union internationale du notariat.
Et c'est la France qui est pilote de cette Union internationale du notariat. Ça fait des décennies que la France, alors c'est pas elle qui a chaque année la présidence, mais c'est elle qui d'abord donne une grande partie du budget, elle est véritablement pilote. Donc la France a ses entrées à la Banque mondiale, elle peut sans problème aller solliciter qui de droit et faire reconnaître ceci ou cela, et donc faire évoluer les choses. Donc c'est parce que les notaires, entre autres, ont fait pression sur les économistes de la Banque mondiale qu'il y a eu une modification des critères du doing business, et donc on a un peu on a moins sous-évalué les formalismes. Les procédures et les formalismes, exactement. C'est ça que j'avais du mal à... Oui, pardon, non, mais tu fais bien de poser la question. Hein. Alors, on avance dans le sujet. La propriété est en crise, le concept de propriété est en crise parce que le régime de domanialité persiste. Voilà quelque chose qui est mal connu. Évidemment, pour nous, Français, par exemple, qui habitons un pays dans lequel la propriété a maintenant 2 siècles, ça fait 2 siècles que nous vivons sous le régime du Code civil avec un article 544 qui définit la propriété, etc., etc. Pour nous, maintenant, c'est une seconde nature. Nous vivons avec. Bon, mais quand on regarde la situation mondiale, on constate que la plupart des pays du monde ne connaissent pas la propriété, ou la connaissent dans des proportions absolument infinitésimales. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, il n'y a pas 2, 3, 4, 5% de propriété titrée. Tout le reste, c'est de la propriété sans titre, autrement dit, sans définition. Vous allez voir, je vais vous en donner quelques exemples. Alors, quel est le régime juridique ? Ils ne connaissent pas la propriété titrée, mais ils ont quand même une forme de propriété. Ah ben, ils sont occupants, mais ils ont une forme d'appropriation. Il faut garder un concept à ce moment-là, tout à fait, mais ils n'ont pas de propriété. Vous allez voir les problèmes que ça pose avec un exemple que je vais prendre tout de suite. On est donc devant des situations où, dans la majeure partie des pays du monde, on n'a pas de situation de propriété garantie par un titre, et où on est devant des situations informelles, coutumières, héritées du passé colonial, passé post-colonial, peu importe. Et ça pose un énorme problème parce que ce régime de domanialité qui gouverne, et dont je vais vous dire un mot, est régulièrement confondu avec le domaine public. J'ai encore trouvé, il y a un appel d'offres qui vient de passer pour un appel à contribution pour une revue internationale de langue française, et c'est une agronome belge, Laurence Roudard, qui pilote ce dossier avec d'autres collègues. Et en lisant l'appel d'offres qui s'appelle dépossession foncière, l'appel à contribution, en lisant cet appel à contribution, quelle n'est pas ma surprise de lire que dans la plupart des pays du monde, il n'y a pas de propriété, mais que c'est le domaine public. Ça y est, voilà, typiquement une confusion entre domaine public et domaine national. Je vais juste venir. Mais regardez cette carte. Voilà, tous les pays du monde dans lesquels il n'y a pas... Alors c'est une carte un peu schématisée, mon effet d'écharpe là, qui prend l'essentiel du monde, est évidemment un peu, un tout petit peu caricatural, puisqu'il faudrait faire des petites exceptions ici ou là, en fonction de situations locales, mais globalement c'est ça. Il n'y a que dans un tout petit îlot mondial que vous avez une notion de propriété titrée. Partout ailleurs, vous avez un régime de domanialité qui fait que les gens sont occupants, usagers, tolérés du domaine national, et ne sont absolument pas propriétaires de quoi que ce soit, même s'ils sont là depuis 2, 3, 4, 5 ou 10 siècles. On est devant des situations de précarité par rapport à l'habitude que nous avons du formalisme qui est absolument considérable.
Le fait que de nombreux pays aient connu dans leur histoire récente un épisode socialiste ou communiste a renforcé cette domanialité, puisque dans les régimes socialistes, la terre appartient au peuple, elle est nationalisée, elle est collectivisée, et les habitants n'ont qu'un droit d'usage, n'ont qu'un droit précaire dans le cadre de communautés organisées par le pouvoir, etc. Et ils sont donc les usagers, mais ils ne sont pas propriétaires de leur terre. Et ça explique d'ailleurs pourquoi il y a des traditions, comme par exemple en Amérique latine, la tradition des réformes agraires, puisque régulièrement on utilise cette domanialité, le fait que la terre est sous un régime juridique très particulier pour pouvoir faire pression sur les pouvoirs et dire vous devez redistribuer de la terre aux plus pauvres, et donc on a la succession des réformes agraires et de leurs échecs, il faut bien le reconnaître. Si vous regardez la carte de l'Afrique, sont en orange foncé les pays dans lesquels la totalité de la terre est du domaine national. Pays dans lesquels il n'y a pas une once, pas un centimètre carré de propriété privée. Et sont au contraire en bleu clair, ici, les pays dans lesquels il y a un mixte, avec la possibilité d'avoir de la propriété titrée ou de la propriété non titrée, enfin bref, toute une gamme de situations foncières extrêmement riches, et dans lesquelles il n'y a donc pas de domanialité globale. Alors, un exemple va tout de suite vous faire comprendre comment les choses se passent. Je vous donne l'exemple que j'ai analysé dans mon bouquin sur les terres porteuses, donc dans ce livre où j'étudie le phénomène des accaparements de terres, ce qu'on appelle le land grabbing. Donc, j'ai étudié le cas de l'entreprise Nsukala au Mali. Nsukala, c'est un montage financier entre des capitaux chinois et une entreprise malienne. C'est donc un consortium sino-malien pour investir dans le delta du Niger au Mali. Alors, voilà les périmètres. Vous voyez les périmètres qui ont été alloués à l'entreprise Nsukala, et vous voyez les pivots. Les pivots, c'est-à-dire les grandes zones d'irrigation circulaire que l'entreprise, chaque pivot faisant entre 70 et 80 hectares. Ça vous donne une idée de la taille. Et il y a un troisième périmètre qui est prévu, mais qui n'est pas encore aménagé, du moins dans l'état des couvertures satellitales telles qu'on peut les voir. Les petits signets que vous apercevez peut-être de loin signalent les villages existants. Et vous voyez que certains villages se trouvent complètement coincés entre les pivots, et que d'autres sont complètement, comme celui-ci par exemple, ou ceux-là sont éradiqués parce qu'ils sont, malheureusement pour eux, ils se trouvent dans des zones où l'on a prévu d'installer un pivot, et donc où on va exproprier. Exproprier sottise. Il n'y a pas de propriété. Donc on ne va pas exproprier puisque les gens ne sont pas propriétaires. Alors qu'est-ce qui se passe ? La situation de départ de toutes ces zones, c'est que comme on est dans un pays où la terre est du domaine national, c'est pas le domaine public, c'est le domaine national. Ça veut dire c'est une collectivisation de toute la terre du pays au nom du peuple, au nom du souverain, au nom du président. Alors les formules juridiques changent de pays à pays, mais c'est ça. Et on dit aux gens qui habitent, encore une fois, même s'ils sont là depuis des siècles et des siècles, on leur dit vous êtes des occupants sans titre que nous tolérons, mais vous êtes sur le domaine national. Si jamais nous avons besoin de la terre pour un projet d'intérêt supérieur pour le pays, eh bien, on vous demandera d'aller ailleurs, puisque vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes des occupants sans titre que nous tolérons sur le domaine national. Donc on assiste, et ça c'est une caractéristique de pays d'Afrique, où des gouvernements jouent contre leur propre population, traitent leur propre population comme des obstacles, ce qui est le contraire d'une politique publique. Et alors donc on dit aux gens, on va réquisitionner vos terres parce que vous n'avez pas de chance, on a un projet dessus. Or, ces terres, elles sont classées dans ce que les juristes appellent des terres vacantes et sans maître. C'est une expression juridique. Vacantes et sans maître, ça veut dire terre
qui sont sans titre de propriété, qui sont donc vacantes puisqu'on ne peut pas constater l'existence d'un propriétaire titré, mais ce qui ne veut pas dire qu'elles soient vacantes, vides. Elles sont occupées, mais comme les gens n'ont pas de titre, c'est une propriété dont on n'a pas le titulaire, pour laquelle il n'existe pas de titulaire. Donc, puisqu'il n'y a pas de titulaire, on n'a même pas besoin d'exproprier. On ne saurait pas à qui verser une indemnité pour expropriation, il n'y a pas de propriétaire. Donc on dit aux gens, poussez-vous. Et alors on dit, ben voilà, on va vous créer un village quelques kilomètres plus loin, ou bien vous allez vivre dans les interstices. J'ai fait par exemple pour un cas en Sierra Leone, j'ai fait une cartographie des lambeaux qu'on laisse aux gens entre les grands pivots circulaires de l'entreprise pour montrer ce que devient le territoire de ces gens-là. Bon. Ensuite, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ensuite, que fait le gouvernement? Il immatricule. Immatriculer, c'est-à-dire faire entrer la terre dans un processus formalisé. L'immatriculation, c'est le nom de la procédure de distribution de titres dans la plupart des pays du monde qui ont adopté une législation postcoloniale et qui leur vient de la phase coloniale. Donc, l'État malien dit, puisque nous devons concéder ces terres à une entreprise Nsukala, nous allons d'abord les immatriculer à notre nom, à nous, État. Donc les terres deviennent domaine privé de l'État. Alors cette fois-ci, elles quittent le domaine national pour entrer dans une autre catégorie juridique, domaine privé de l'État. Et l'État dit à l'entreprise, désormais, comme nous sommes propriétaires, l'État jouant à son tour le rôle de propriétaire, puisque nous sommes désormais propriétaires, nous allons vous les concéder en location amphithéotique. Nous allons vous concéder un bail de 50 ou 99 ans et nous allons vous louer les terres sous un bail amphithéotique. Parce que cette fois-ci, nous sommes propriétaires. Et nous avons toute légitimité pour passer avec vous un contrat amphithéotique. Et c'est comme ça que l'entreprise Nsukala est désormais légalement, elle est tenancière à bail de terre de l'État. Alors vous voyez jusqu'où c'est allé. La notion de domaine national, non seulement elle a permis de se libérer du problème de l'occupation par des villageois, par des populations très nombreuses, mais en plus elle a permis de régler le problème juridique puisqu'elle a permis de passer de la notion de domaine national à la notion de domaine privé de l'État. Alors, vous comprenez que, d'une certaine façon, on peut être surpris, ou moi, personnellement, les bras m'en tombent, quand je lis sous la plume d'un certain nombre d'analystes que ces exemples-là sont la démonstration que la propriété privée pose problème, quel est le scandale des scandales. Je dis, je veux bien, peut-être que dans d'autres cas c'est possible, mais là, montrez-moi où est la propriété privée. Il n'y en a pas eu une once, puisqu'on est passé d'une notion ample, le domaine national, à une notion de domaine privé de l'État, mais c'est l'État qui est propriétaire. Ce n'est pas, c'est pas monsieur Untel ou madame Untel, c'est bien l'État qui est propriétaire. On est donc resté dans un cas totalement verrouillé par l'État, pour le service, pour l'investissement, pour servir les investissements que l'on veut attirer dans le pays. Donc, ce défaut d'analyse juridique, et notamment le fait qu'on confonde ça avec le domaine public, ce qui est autre chose, le domaine public, vous savez ce que c'est cette part du territoire national qu'on va réserver aux aéroports, qu'on va réserver aux emprises de routes et de voies ferrées, qu'on va réserver pour les bâtiments militaires, pour des installations stratégiques, je sais pas moi, une usine électrique ou des choses de ce genre. Mais c'est des choses très précises qui font l'objet d'une définition extrêmement limitative. Voilà, ça c'est le domaine public de l'État. Qui est inaliénable, imprescriptible, incessible, enfin il a toutes les catégories idéales, mais ça n'a rien à voir avec le domaine national. Et le fait qu'il existe une confusion pose évidemment un gros problème. Excuse-moi. Oui. Cette histoire de domaine national, du coup, tu t'as dit, elle est liée, ça a été défini au moment de la colonisation. Et même avant. Et même. Alors, à un moment donné, il a bien fallu définir. Oui, tout à fait. Alors voilà comment ça s'est passé.
lorsque les pays colonisateurs, la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, pour citer les principaux, sont devenus, se sont emparés, ont conquis les pays qu'ils voulaient coloniser, ils ont repris à leur compte la propriété éminente que pouvaient avoir des souverains ou des entités politiques, princières ou autres, dans tel ou tel pays. Par exemple, quand la France est arrivée en Algérie, le bey d'Alger, qui était le représentant du sultan ottoman en Algérie, possédait un domaine privé, c'est ce qu'on appelle le domaine bellical, du nom du bey, B-E-Y, possédait un domaine privé important que l'État français a accaparé purement et simplement en disant ce qui était jadis à l'ancien pouvoir désormais est à nous. Donc tout ça a été versé dans des terres gérées par l'État. C'était des milliers et des milliers d'hectares qui passaient. Puis on a récupéré les terres des confréries religieuses, puis on a récupéré les terres de seigneurs, etc. Et on a constitué comme ça, dans ces pays, on a constitué un domaine national plus ou moins complet selon les cas. La carte de l'Afrique montre que c'est variable. On a constitué un domaine foncier qui est devenu le domaine foncier de l'État colonial. Et l'État colonial utilisait ce domaine national, il portait différents noms, mais je ne garde que le concept. Il utilisait le domaine colonial pour créer les périmètres de colonisation. Il augmentait le domaine colonial en faisant des séquestres chaque fois qu'il y avait une révolte. Les grandes révoltes en Algérie, par exemple, ont provoqué des séquestres, c'est-à-dire qu'en punition des révoltes de la part de telle ou telle tribu en Algérie, eh bien, la punition, c'était on vous resserre votre territoire et on séquestre de nouvelles zones qu'on intègre au domaine national gouverné par le pouvoir colonial. Et sur lequel on va installer des villages de colonisation, des périmètres de colonisation, en faisant venir des colons de France ou d'autres pays d'Europe, etc. Tu vois, donc, il y a eu comme ça une transmission. Alors, ce qui s'est passé au moment des indépendances dans les années 60, quand la plupart des pays sont devenus indépendants, c'est que les pouvoirs de ces pays, les nouveaux pouvoirs indépendants, ont décidé de garder cette catégorie. Par exemple, Houphouët-Boigny au Sénégal au moment de l'indépendance, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je vais faire la première grande loi sur le domaine national d'un pays d'Afrique devenu indépendant » et c'est la loi de 1962 du Sénégal où on dit désormais, toute la terre du pays est le domaine national. En plus, sur le plan politique, ça sert un enjeu d'identité. Ça va permettre d'affirmer l'identité sénégalaise, ivoirienne, béninoise de la terre. Et les pays ont récupéré ainsi la même structure domaniale globale qui existait du temps des colonies, ils l'ont récupéré au temps des indépendances. Donc en fait c'est un processus, et voilà pourquoi c'est si lourd et pourquoi aujourd'hui encore, les taux de propriété titrée sont si faibles dans ces pays, c'est parce que l'essentiel fonctionne toujours sous la forme d'une occupation tolérée de terres du domaine national. Et ça c'est vraiment un point important. Je passe à un autre aspect de l'érosion de la propriété foncière, et qui est le débat existant entre les conceptions latines et les conceptions anglo-saxonnes de la propriété. Je ne vais pas être long parce que c'est assez compliqué, je vais aller à l'essentiel, mais c'est utile de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que nous assistons depuis maintenant un certain nombre d'années, ça tout le monde le sait, nous assistons au développement d'une conception anglo-saxonne qui est en train de s'étendre dans le monde, qui profite de la mondialisation et qui profite du fait que la plupart des grandes institutions financières et économiques sont plutôt anglo-saxonnes
qu'autre chose. C'est la City de Londres qui est la grande place financière du monde, et la Banque mondiale est à Washington, elle n'est pas à Paris ou à Rome ou à Madrid. Donc il y a un poids des milieux anglo-saxons qui est très fort, et la notion anglo-saxonne de property rights est en train de gagner du terrain. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, dans notre définition de la propriété, pour aller à l'essentiel, c'est en fait un petit peu plus compliqué que cela, mais vous comprenez la nécessité de s'en tenir à des idées générales. Dans notre conception latine de la propriété, nous avons mis l'accent sur la relation de la personne au bien. Et donc, naturellement, la question qui nous vient à l'esprit quand on parle de la propriété, la question qui nous vient à l'esprit, c'est qui est le propriétaire? Qui est propriétaire de ce bien? Et nous cherchons un statut. Nous posons la question et nous cherchons une solution en termes de statut. Nous voulons savoir que ceci est un bien, qu'il est cadastré, qu'il a nanana, etc., etc. Et nous voulons savoir que ce bien a un propriétaire, ou éventuellement plusieurs, si on est dans le cas d'une indivision ou d'une copropriété. Mais nous pensons en termes de statut. Et l'article 544 qui définit la propriété, ou plutôt qui parle de la propriété, parce qu'en droit, il n'y a pas de définition de la propriété, en droit civil, dit la propriété est le droit de jouir des biens de façon absolue, etc. Enfin, je ne le sais plus par cœur, mais vous connaissez les termes essentiels. Cette vision du statut est vraiment elle est très fortement marquée dans nos sociétés, alors que dans les sociétés anglo-saxonnes, les choses fonctionnent différemment. D'abord, on n'a pas dans le droit anglais, par exemple, on n'a pas cette relation à la précision du bien. On cite dans les ouvrages autorisés, on cite des exemples d'actes de vente en Angleterre au XIXe siècle. J'en ai lu un qui est absolument affolant. Le propriétaire dit je vous vends cette propriété, vous la prenez dans l'état où elle est, dans les limites approximatives que je vous ai indiquées, vous ne réclamerez pas ni s'il y a plus, ni s'il y a moins, et si vous n'êtes pas content, vous ne signez pas. C'est marqué en toutes lettres dans l'acte de vente. Autrement dit, dans l'acte de vente, on revendique l'informalité. On revendique, en droit anglais, le fait de ne pas passer par un cadastre. En Angleterre, vous savez depuis quand il y a un cadastre en Angleterre? 1991. 1991, il n'y avait pas de cadastre avant. Le cadastre n'existait pas. Les aristocrates anglais, depuis des siècles et des siècles, ont refusé que l'État se mêle de la fiscalité foncière. Et d'ailleurs, il n'y a pas en Angleterre de taxe foncière, alors que nous avons une taxe foncière spécifique. En Angleterre, il existe un impôt général qui s'appelle income tax, et qui est un impôt général, mais il n'y a pas dedans une cédule, pour parler le vocabulaire technique du ministère des Finances, il n'y a pas une cédule, c'est-à-dire un chapitre à part qui ferait le bilan des biens fonciers de quelqu'un et qui taxerait les biens fonciers, alors que nous avons une cédule foncière très précise, nous payons ceux qui sont propriétaires, paient une taxe foncière, en plus d'une taxe d'habitation que paie chaque locataire, chaque personne qui occupe un logement. Alors, mais cette situation-là, elle est vraie pour tous les pays anglo-saxons? Par exemple en Australie? Non, c'est complètement différent parce qu'en Australie, la propriété privée a été réglée par un système complètement différent qui s'appelle le système de publicité foncière de Torrens, de Sir Richard Torrens, et qui est un système d'immatriculation des biens reposant sur la base d'un cadastre qui était d'autant plus facile à établir en Australie que l'essentiel est le quadrillé. Les Australiens ayant adopté un système ils ont à la fois adopté un système de publicité foncière, c'est-à-dire d'établissement du titre de propriété par l'immatriculation. Donc c'est un registrar général qui donne la propriété en Australie.
ce registrar général, qui est un très haut fonctionnaire, qui est vraiment le chef des questions foncières du pays, enfin dans chacun des États qui composent l'Australie, puisque l'Australie est composée de plusieurs États indépendants les uns des autres. Donc le registrar général distribue les titres de propriété, mais ces titres de propriété sont associés en même temps, depuis fort longtemps, depuis la colonisation, ils sont associés à une division orthogonale, donc c'est d'autant plus facile de faire qu'il y a un système de division qui va avec. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus facile alors que quand tu es dans un pays comme l'Angleterre où tu as un mode vernaculaire de désignation des limites de la propriété, ce que l'on appelle Metes and Bounds system, quand on a un mode vernaculaire de définition de la propriété, c'est beaucoup plus flou. On dit la propriété, elle va de tel arbre remarquable à telle crête de colline, elle redescend le long de la rivière machin, et puis elle suit la voie publique, puis etc. Voilà, après on peut ergoter longtemps, on peut discuter longtemps pour savoir quelles sont les limites précises. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de cette précision. En Angleterre, on n'a pas du tout la même... en plus, ça joue très souvent sur de très grandes propriétés, donc... qui est 10 acres de plus ou de moins, ça n'a absolument aucune importance. On n'est pas dans le même registre. Alors, de cette histoire, qu'il était utile de préciser, de cette histoire, il en est sorti quand même une conception anglo-saxonne de la propriété, qu'on soit en Amérique du Nord, aux États-Unis, qu'on soit au Canada, qu'on soit en Australie, qu'on soit en Angleterre ou dans d'autres pays anglo-saxons, cette définition de la propriété anglo-saxonne, c'est une définition économique, dans laquelle la question qu'on va poser, ce n'est pas qui est propriétaire de ce bien, question qui n'intéresse personne, je viens de vous en donner des exemples anecdotiques. La question qu'on va poser, c'est que puis-je faire avec ce bien? Comment vais-je pouvoir le mettre en mouvement pour qu'il produise des revenus? Et si possible, ça c'est mon esprit caustique qui l'ajoute, et si possible, qu'il produise des revenus qui échapperont au fisc. Donc, quand vous êtes un propriétaire foncier d'une certaine importance en Angleterre et que arrive le moment de l'héritage, que vous dites j'ai des enfants, etc., si je leur distribue mon patrimoine, même si je fais jouer un droit d'aînesse ou je ne sais quoi, je vais avoir des impôts à payer parce qu'il y aura des taxes de succession. Comment vais-je faire? Eh bien, je prends mon téléphone, j'appelle un ami très cher et je lui dis écoute, tu as 10 ans ou 20 ans de moins que moi, donc tu as plus de chances de vivre plus après moi, enfin un certain nombre d'années, donc je vais te donner l'ensemble de mes biens. Tu vas devenir le propriétaire de mes biens. Mais je vais te les donner dans un but très précis, parce que en te les donnant, je vais te dire qui doit en être bénéficiaire. Donc je te donne tous mes biens. Donc on va voir le lawyer. Ah oui, petit détail, dans les pays anglo-saxons, vous n'avez pas de notaire. Vous n'avez que des hommes de loi, des lawyers. Pourquoi? Parce que la transmission de la propriété, c'est un conflit. C'est une transaction. Ce n'est pas un acte administratif qui coule de source. Vous voyez, c'est autre chose. Donc ça explique pourquoi, par exemple, les avocats d'affaires ont beaucoup plus de poids et de développement que dans un pays comme la France. Donc je vais voir mon ami, je lui dis, je te donne mes biens, il en devient propriétaire, véritablement. Éventuellement, la loi peut l'obliger à séparer ses propres biens de ceux que je lui donne. Autrement dit, d'avoir deux comptabilités séparées. Mais je lui donne ces biens, mais je lui dis, attention, je te les donne dans un seul but, c'est que dans 20 ans, tu les transmettes à mes enfants ou à tel de mes enfants. Eh bien, je viens de faire un trust. Ce que je viens de vous dire, c'est un trust. C'est-à-dire que quelqu'un en qui j'ai confiance, d'où le nom de trust, quelqu'un en qui j'ai confiance va recevoir la dévolution de mes biens, à charge pour lui de les remettre 20 ans plus tard, par exemple, à
au bénéficiaire. Le bénéficiaire en anglais, c'est celui que use. C'est la vieille formule de vieux français, celui qui aura l'usage à terme. C'est celui que use. C'est vraiment très très drôle comme des vieilles notions, y compris exprimées dans une langue qui est complètement dépassée aujourd'hui, sont restées dans le droit anglais. Et donc, en faisant ce montage-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reculé de 20 ans le moment où de payer les droits de succession. Rien n'empêche que le moment venu, quand celui à qui j'ai fait don de ma propriété pour qu'il la remette au bénéficiaire, quand le moment viendra qu'il remette ses biens au bénéficiaire, qu'est-ce qui empêchera à ce moment-là les deux personnes, moi étant mort depuis un certain temps, qu'est-ce qui empêchera les deux personnes de passer à nouveau un nouveau trust et de prolonger encore de 10 ans ou de 20 ans, et donc de reculer encore une fois le temps où le fisc pourra mettre son nez dans les affaires et percevoir des droits Donc, ces montages et ces montages sur montage, trust sur trust, c'est une expression anglaise, trust sur trust, cette façon de pouvoir ainsi tout le temps jouer montre que la propriété, on se fiche de savoir qui possède, puisque je peux donner à un ami, du moment que j'ai confiance en lui, pour qu'il remette plus tard. Donc vraiment, la notion d'être propriétaire n'a pas vraiment de sens, et au contraire, ce qui compte, c'est la mobilité. Alors évidemment, ça peut servir les intérêts économiques, et vous comprenez pourquoi un Rockefeller, à la fin du 19e siècle, qui commence à être ennuyé par l'administration fiscale américaine, qui se dit, oh là, il y a de l'argent à récupérer, quand il découvre, quand des lawyers lui disent, mais monsieur Rockefeller, dans le droit anglais, il y a des formules incroyables dont vous pouvez vous servir, on ne s'en est encore jamais servi dans l'entreprise, mais ça serait peut-être le moment de commencer, c'est le trust. Le trust qui est essentiellement une procédure d'héritage, utilisez-le donc dans l'entreprise. Et c'est comme ça que, dans la seconde moitié du 19e siècle, on a vu les entreprises, les grandes entreprises américaines, utiliser le trust comme système de montage pour échapper à la fiscalité de l'entreprise et favoriser la mobilité des biens. Or, et voilà où je veux en venir, par exemple dans un pays comme la France, nous sommes en train d'introduire ces techniques dans le droit. On est en train d'introduire, ça s'appelle en France la fiducie, qui nous vient du Canada et du monde anglo-saxon, et la fiducie a été introduite en 2012, 2013, je ne sais plus exactement la date de la loi, dans les dispositifs français. Donc ça veut dire que l'érosion de notre conception très rigide de la propriété, elle est en train de se faire parce que nous introduisons, pour des nécessités économiques, parce qu'il y a des pressions de différents milieux, nous introduisons dans le droit français des techniques typiques de droit anglo-saxon, telles que le trust, et nous les introduisons sous le nom de fiducie. Lisez, c'est assez rébarbatif, mais lisez les articles du Code qui introduisent la fiducie dans le droit français, vous allez voir beaucoup de choses. Et encore, le ministère des Finances français a été extrêmement réservé, il a freiné les quatre fers pour limiter parce qu'il a bien compris que c'était des techniques qui allaient lui permettre, qui allaient l'empêcher, d'exercer son contrôle fiscal, que ce sont des véritables ouvertures de systèmes pour échapper à la fiscalité. Et donc, il y a eu des freins, mais n'empêche que l'évolution est en train de se faire. La propriété est en crise parce que la tenure s'inverse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tenure inversée, reverse tenancy en anglais? Qu'est-ce que c'est que cette inversion de la tenure, autrement dit, de la propriété, de la possession, de la façon de tenir la terre? Eh bien, nous venons de situations historiques dans lesquelles, le plus souvent, qu'est-ce qu'on rencontrait? On rencontrait un grand propriétaire, un latifondiaire, et ce latifondiaire, pour pouvoir exploiter ses terres, avait recours à différents agriculteurs qui devenaient ses fermiers, avec lesquels il passait un bail, un fermage, pour l'exploitation. Et donc on avait un grand propriétaire et des fermiers, un gros et des petits. Vous comprenez que je schématise beaucoup. Mais c'était ça. Et un des moteurs des crises dans de nombreux pays, ça a été les moments où les fermiers, où les
locataires, ceux qui avaient à bail des terres, etc., en avaient un peu ras-le-bol et faisaient pression pour obtenir une réforme agraire et une redistribution à leurs bénéfices de terres par le partage des grands domaines. L'histoire de l'Amérique latine est entièrement remplie de ce genre de conflits, par exemple. Or, aujourd'hui, la teneur s'inverse puisque nous commençons à assister exactement à des situations contraires. C'est-à-dire des situations où le gros, celui qui va jouer le rôle de gros, de puissant, c'est celui qui va prendre des terres en fermage de la part de petits exploitants. Je vous donne un exemple, ce que l'on appelle les pools de siembra en Argentine. Excusez-moi la prononciation, mais je ne sais pas comment ça se dit dans ma langue, dans l'espagnol argentin. Qu'est-ce que c'est que ces pools de siembra? Ce sont des techniques financières et économiques extrêmement pointues, qui recherchent l'efficacité absolue. Alors vous avez une entreprise, par exemple Gestion Argentine SA, à laquelle j'ai emprunté ce schéma sur le site internet de l'entreprise. Gestion Argentine SA, c'est un portefeuille d'investissement qui investit dans l'agriculture. Alors voilà comment ça se passe. Les dirigeants et les cadres qui conseillent l'entreprise observent l'évolution des marchés. La bourse de commerce de Chicago, qui est la principale bourse pour les produits de base de l'alimentation, un certain nombre d'autres bourses mondiales, ils observent. Et puis ils vont voir le PDG en lui disant, écoutez, l'année prochaine, il faudra faire un effort sur le maïs, sur le colza, sur l'huile de palme, ou bien il faudra plutôt ceci, plutôt cela, etc. Très bien. Restons dans le cadre de culture annuelle. Donc pas le palmier qui est une culture qui demande du temps, mais du maïs, du colza, du blé, etc. Le PDG fait son calcul et dit, bon, eh bien écoutez, puisque vous me dites que les marchés du blé ou du colza ou du maïs vont être en hausse et qu'on a des bénéfices à faire dans ce domaine, cette année, nous allons faire ceci. Alors donc, le schéma se passe tout en un an. Tout doit être bouclé en un an. Le 1er mai de l'année 0, l'entreprise passe des coups de téléphone à 10, 20, 50, 100, 200 agriculteurs de taille petite ou moyenne, qui possèdent par exemple l'un 20 ou 30 hectares, l'autre 50 ou 100 hectares, et en fonction de la localisation de ces terres dans les différentes régions de l'Argentine, en fonction des prévisions climatologiques, en fonction du prix des semences, de tout, etc., l'entreprise fait son marché et dit, écoutez, moi je vous loue 50 hectares de terre pour l'année et vous allez, vous me remettez vos terres pendant un an. Du 1er mai année 0 au 1er mai année 1, ou 30 avril année 1. Je vais investir telle somme, je vous annonce que je vous loue vos terres tel prix et vous aurez à la fin une prime que je vous garantis. Par exemple, vous aurez 10% de plus que le capital que vous m'offrez. Vous toucherez, et ça ne sera pas indexé sur les cours du marché, je vous les garantis, parce que moi j'ai fait mes calculs et je sais que je vais gagner de l'argent en faisant ça. Bon, mais entre-temps, monsieur... Alors, vous voyez, l'entreprise négocie avec des dizaines et des dizaines d'exploitants, et elle constitue comme ça un pool, voilà pourquoi ça s'appelle comme ça, pour faire une récolte d'une année. Elle met ses agronomes sur... alors les agronomes surveillent tout, la climatologie, la pluviosité, le ceci, le cela. Si par exemple on avait prévu de faire du maïs dans telle région et puis que la météo change et qu'il y a soudain des problèmes, hop, très vite on réoriente, on change de culture si c'est encore temps. Enfin, bon, il y a une surveillance. Donc vous voyez, c'est une technologie extrêmement poussée. On surveille tout pendant un an. Et le jour où le projet commence... on dit à l'agriculteur, monsieur, vous me louez votre terre pour tel prix, mais sachez que les cultures que je vais faire sur votre terre sont déjà vendues sur le marché de... Donc on anticipe au point de vendre, avant même que les récoltes aient eu lieu, les produits, parce qu'on sait qu'on va produire tant de tonnes de maïs, etc., etc. Comme on achète les intrants, en gros, pour des milliers d'hectares, on a des prix imbattables.
que n'importe quel petit agriculteur ne pourrait pas se permettre, lui qui achèterait au détail, en quelque sorte. Et tout est ainsi fait, et on va jusqu'à dire à l'agriculteur, c'est noté dans les contrats, monsieur, non seulement vous me remettez votre terre, mais vous me remettez toute votre ferme. Parce que moi j'ai besoin de tout. De votre tracteur, de vos moissonneuses, de vos ceci, et je veux même un accès à vos comptes bancaires. En clair, monsieur, pendant 1 an, votre entreprise ne vous appartient plus. Vous me la remettez, mais le gros avantage pour vous, c'est que, quoi qu'il se passe, dans 1 an pile, vous recevez sur votre compte bancaire le remboursement de l'investissement avec la prime, enfin vous recevez le montant que je demande, par exemple 10% de la valeur de ce qu'aurait représenté la récolte si vous l'aviez fait vous, donc je vous rembourse la récolte que vous ne faites pas, plus un gain par exemple de 10% qui sera votre bénéfice. Si, alors l'année suivante, le même agriculteur peut se retrouver à nouveau dans un nouveau contrat, ou au contraire ne pas être sollicité si l'entreprise a décidé de changer de région, ou parce que ce sont de nouvelles cultures qui sont rentables sur le plan international, sur les prix des marchés, et que les terres en question ne conviennent pas pour ce type de... Vous voyez, donc on est devant une inversion totale, puisque désormais l'agriculteur non seulement n'est plus propriétaire au sens classique, mais c'est lui qui devient le sujet de quelqu'un qui n'est pas propriétaire. C'est celui qui n'est pas propriétaire qui fait la pluie et le beau temps dans ce type de montage. Continuons. Excuse-moi, oui. il l'emploie quand même ou mettent en plus des gens... Ça peut aller jusqu'à la pure rente. Il peut ne pas l'employer. Tout dépend comment il travaille, tout dépend comment les choses vont se faire. Mais l'agriculteur en question, lui, il est couvert puisque on lui paie la récolte qu'il ne fera pas. Et on lui paie en plus un pourcentage de bénéfice. Donc de toute façon, s'il a des employés, il peut les payer. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, voilà. Du coup, c'est même carrément... mais c'est prêtez-moi votre exploitation. Ou c'est même carrément insidieux, parce qu'à la limite, c'est même tentant, quoi, de te dire... je vais quasi rien faire. Tout à fait. Mais la concentration foncière passe par des voies absolument invraisemblables. Ça rappelle, c'est pas du foncier, ça rappelle un peu les pratiques qui se font en France sur la volaille. On fournit tout de A à Z. Bon, c'est pas tout à fait pareil, parce que ça ne concerne pas vraiment la terre, quoi. Enfin, oui, tout à fait, c'est l'élevage. Directement, mais. C'est un peu différent dans le sens où les animaux, il a été comme ça. Quand je parle du coup, où du coup c'est installé par les entreprises. Ouais. C'est-à-dire que la personne est installée, donc en fait elle est comme les gens qui ont des franchises, c'est un peu différent que tout à fait, ce système-là. Non, mais il y a tout à fait. Alors, autre idée, la propriété foncière subit une érosion du fait de la multiplication de ce que l'on appelle désormais les restrictions de droit public à la propriété foncière. Les restrictions de droit public, tout le monde comprend ce que c'est. Vous êtes propriétaire d'un terrain à la campagne, vous savez qu'aujourd'hui vous n'avez plus le droit de faire certaines choses, vous avez des normes en matière d'assainissement, vous avez des normes, vous ne pouvez plus brûler sur votre terrain ce que vous voulez en raison du réchauffement climatique, vous ne pouvez plus... bref, toute une série de restrictions de droit public s'impose à la propriété privée au point que quand l'accumulation des normes de droit public, des restrictions de droit public devient importante, quelquefois on peut se dire mais qu'est-ce qui reste ? Quelles sont les utilités, pour parler comme les juristes, quelles sont les utilités qui restent au propriétaire une fois qu'on a tenu compte de tout ce qui lui est interdit ? Or, une expérience très intéressante a lieu depuis 10 ans en Suisse, c'est le cadastre des restrictions de droit public à la propriété privée, à la propriété foncière, donc cadastre RDPPF, pardon, et que dit ce cadastre ? Eh bien, voilà, ça c'est la page d'accueil du site du cadastre que j'ai. En Suisse, mais vous pouvez dire dans pas mal de pays maintenant, en Suisse, un propriétaire foncier ne peut pas jouir de son terrain comme il l'entend. Alors,
qu'est-ce que c'est que ce cadastre? Ce cadastre, c'est un outil extrêmement intéressant et intelligent. Par exemple, en France, nous avons les mêmes restrictions de droit public à la propriété foncière, sauf que nous sommes toujours régis par le principe « nul n'est censé ignorer la loi ». Autrement dit, si sur votre terrain, croyant bien faire, vous faites quelque chose qui est interdit et que vous vous faites prendre, on vous sanctionnera, éventuellement par une amende, parce que vous n'étiez pas censé ignorer la loi. Même si vous n'êtes pas au courant de toutes les nouvelles restrictions, les nouvelles normes, les nouveaux interdits qui pleuvent tous les jours et qui remplissent les codes de l'environnement, de ceci, de cela, de la santé. Bon, les Suisses ont pris le problème. Disons tout de suite que c'est un cadastre pour pays riches. Hein. Mais les Suisses ont pris le problème, ont pris le taureau par les cornes, ont pris le problème dans le bon sens et ont dit c'est trop compliqué pour le citoyen de connaître toutes ces restrictions de droit public, c'est à nous, puissance publique, à les faire connaître aux citoyens. D'où l'idée, nous allons créer un système d'information foncière. Toutes les administrations qui édictent des normes et des restrictions vont devoir remplir les couches d'information. Et alors, quand vous allez au cadastre suisse, au cadastre RDPPF, vous dites, voilà, je m'appelle un tel, je voudrais acheter telle parcelle dans tel village, ou telle parcelle, tel immeuble en ville. Et je voudrais connaître toutes les restrictions de droit public qui existent sur mon futur terrain ou mon futur appartement. Et là, on sonde, on rentre le numéro cadastral de la parcelle ou de l'immeuble, et donc après on fait un forage, métaphorique, hein, on fait un forage dans les couches d'empilement du système d'information foncière, et tout sort. Ah ben là vous avez un interdit aéronautique, parce que vous êtes dans une zone par rapport à l'aérodrome de Genève-Cointrin, ou bien ah ben là vous avez un problème, parce qu'il y a une conduite qui passe à proximité, qui transporte, je sais pas, là vous avez... Et donc le cadastre vous donne tous les interdits et vous aide, puisqu'il vous évite, vous, d'avoir à lire toutes des centaines et des centaines de documents administratifs ou d'aller tirer la manche du maire de la commune en lui disant « Monsieur le maire, dites-moi bien toutes les choses qui risquent de me tomber dessus avant que j'achète tel immeuble. » Sauf que, et c'est ça mon commentaire, on est quand même bien dans un processus progressif d'inversion des normes. Parce que jusqu'à présent, un cadastre, c'était un outil pour dire que vous étiez propriétaire. Quand vous avez un conflit avec votre voisin dit « Ah, c'est marqué au cadastre, c'est moi qui suis propriétaire de ce petit bout de terrain-là, c'est marqué au cadastre ». Même si c'est faux, parce que le cadastre en France n'est pas un cadastre juridique, il ne démontre pas la propriété. Le cadastre en France est fiscal, il sert simplement à établir la contribution foncière, mais n'empêche que, comme c'est la seule carte parcellaire réalisée, la carte du ministère des Finances, c'est la seule carte parcellaire réalisée sur l'ensemble du territoire français, il a valeur juridique. De fait, il a une valeur juridique. Et un juge qui est tenu de régler un conflit de limites pourra utiliser le plan cadastral comme un élément pouvant lui donner un indice de preuve. Ce n'est pas une preuve juridiquement parlant, mais c'est un indice de preuve parmi d'autres. Bon. Donc avant, un cadastre, ça servait à dire que vous étiez propriétaire, tandis que là, voilà un cadastre qui vous dit « En Suisse, un propriétaire foncier ne peut pas jouir de son terrain comme il l'entend. » Donc progressivement, voilà un cadastre qui dit « Monsieur, vous êtes de moins en moins propriétaire. Tous les jours qui passent, une nouvelle norme, une nouvelle strate arrive dans le système d'information foncière et tous les jours, on vous en enlève un petit peu. Au point qu'à partir d'un certain moment, c'est le monde entier qui est propriétaire chez vous et non pas vous qui êtes propriétaire chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Par toute une série de normes. Et vous savez qu'il y a un pays qui a fait ça à l'échelle mondiale. Il y a un pays qui a voulu inventer, intellectuellement parlant, inventer ce système-là à l'échelle mondiale, c'est l'Équateur, avec le projet ITT Yasuni. Qu'est-ce que c'est que le projet ITT Yasuni? ITT Yasuni, c'est une grande zone de la forêt amazonienne dans laquelle il y a une réserve un gisement de pétrole, paraît-il, fabuleux. Le gouvernement du pays dit « Nous allons exploiter ce gisement de pétrole parce que pour nous, c'est une ressource fabuleuse. » Immédiatement, levée de bouclier mondiale,
contre la déforestation amazonienne, contre l'artificialisation des sols, contre, etc., etc. Je ne vous fais pas le dessin, vous connaissez, il suffit d'ouvrir la radio et on a l'argumentaire quasiment quotidiennement. Le gouvernement en question dit « Ah ah, puisque c'est comme ça, c'est très simple. Regroupez-vous, environnementalistes de tous les pays, regroupez-vous, payez-nous l'équivalent de ce que nous allons perdre en n'exploitant pas le pétrole, et nous ne l'exploiterons pas. Et si vous ne nous payez pas, ben on ouvrira les chantiers de pétrole. » Et c'est comme ça qu'on a vu un jour la région de Wallonie en Belgique prendre une délibération pour verser chaque année 100 000 francs belges, ou je ne sais plus combien, au gouvernement en question pour contribuer à ne pas exploiter le pétrole. Quand je dis que tout le monde a vocation à devenir propriétaire chez vous, voilà un exemple de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire cette mondialisation de la propriété des autres chez soi. Oui, bon, moi je suis pas d'accord, effectivement, on va dire qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut chez soi. Et que donc dans ce sens-là, il y a des limites. Voilà, dans ce sens-là, on n'est pas, il y a on va dire une ingérence dans la propriété, un glissement, on va dire, d'accord. Mais est-ce qu'il faut lier totalement, on va dire l'usage des sols pour aller vite, que ce soit pour de l'habitat ou n'importe ou de l'agriculture ou n'importe quoi, l'usage des sols et la propriété du sol. Est-ce que c'est nécessairement deux choses qui sont en lien? Et autre question que j'aurais, c'est on a des restrictions parce que on vit malgré tout dans un système, dans une société, donc dans un système collectif avec la règle de ma liberté s'arrête, comment celle des autres, etc. Donc il y a aussi cet aspect-là, ce qui ne m'étonne d'ailleurs pas du tout de la Suisse dans le principe, puisque c'est quand même un pays qui a cette culture. Bon, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont quand même une vraie culture démocratique malgré tout. Tout à fait, hein, tout à fait. Ça c'est très démocratique, ça c'est de la transparence. Voilà, donc du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire, enfin je pense que pour moi, est-ce que... Catherine, comprenez-moi, je ne me place pas sur le terrain moral, ni sur le terrain des valeurs. Je ne suis pas en train de dire que on a tort de mettre des restrictions de droit public à la propriété foncière privée. Oui. Vous comprenez bien. Je suis en train... Moi, je fais de la chirurgie foncière, là. Je suis en train de vous montrer que nous sommes en train de vivre une époque de basculement des normes, que nous sommes en train de vivre à travers ce fil conducteur de l'érosion de la propriété que j'ai choisi aujourd'hui, je suis en train de vous montrer par toute une série d'exemples qui vont tous dans le même sens, qu'on est en train de vivre une inversion des normes, une inversion du rapport à la propriété, mais je ne porte pas d'avis, vous voyez bien ce que je veux dire. Sauf que vous voyez bien que sauf à vouloir jouer l'irrédentisme, le dernier petit village gaulois qui résiste face à la mondialisation, vous voyez bien que vous ne pouvez pas échapper à cet effet des autres qui s'invitent chez vous. Vous voyez, allez trouver aujourd'hui dans le monde interrelié que nous connaissons, trouver une situation où véritablement une décision sera locale. Vous aurez bien du mal à en trouver, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui interfère, et donc là on est devant cette situation. Donc moi, mon but était simplement de souligner les restrictions de droit public n'empêchent pas que les gens restent propriétaires. Si vous êtes titulaire du titre de propriété, personne ne pourra venir dire c'est moi le titulaire du titre de propriété. Donc moi-même je suis entièrement d'accord avec vous pour mettre des limites à ce que je dis, mais vous voyez bien qu'on est en train d'entrer dans un autre rapport par rapport à la propriété. C'est-à-dire une ingérence collective dans la propriété individuelle, ça vous voulez dire? Mais absolument, pour des raisons que moi je n'ai pas à juger et avec lesquelles je serais plutôt d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Je serais plutôt d'accord que effectivement il va bien falloir prendre un certain nombre de mesures si on veut. Donc vous voyez dans quel sens. Mais là, moi je fais de la chirurgie. Vraiment, je vous dissèque les questions foncières en vous dire. Alors, évidemment, je sais bien que ça serait
et c'est une des difficultés que j'ai avec certains milieux qui aimeraient bien que mon discours soit beaucoup plus idéologique et que j'en profite pour faire un couplet antilibéral ou un couplet anti-ceci ou un couplet anti-environnemental ou... C'est autre chose, c'est un autre débat. Après c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se choisit, quel type de voilà. Bon. Je passerai vite parce que le temps avance, mais la propriété foncière est en crise également parce qu'elle subit les effets de la propriété immatérielle. Alors faites l'expérience qui, moi, au début, m'a complètement désarçonné. Lisez tous les ouvrages qui paraissent actuellement sur les communs. Comme c'est un thème qui devient absolument amphigorique, il y a au moins 1 ou 2 livres par an en français, sans parler alors là des livres en anglais, mais il y a au moins 2 livres par an qui paraissent sur les communs, beaucoup sont d'ailleurs excellents. Ma surprise, en ouvrant ces livres, pour moi, commun, je faisais évidemment un lien avec les communs fonciers, avec les communaux, avec toute une série, avec tous les éléments de notre histoire. Or, en ouvrant ces livres sur les communs, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez des discussions sur les brevets, sur les semences, sur la propriété intellectuelle, sur Internet, sur les logiciels libres, etc. Je me disais, mais attends, quel est le rapport de tout ça avec le sujet qui, moi, m'intéresse, qui est la propriété foncière? Jusqu'à ce que je comprenne que ces discussions sont tout à fait centrales, même si c'est abordé par la marge de problème, parce que cette notion de la propriété intellectuelle, de la propriété des choses immatérielles, est en train de transformer le concept de propriété, et ça va avoir des effets sur la propriété foncière, puisque dans notre code, la propriété est définie en blocs, quelle qu'elle soit. C'est le même article 544 qui gère les droits d'auteur de monsieur Dupont-Durand qui écrit un roman, que les terrains de l'agriculteur chose, que l'entreprise, etc. C'est le même droit. Nous avons une écriture du droit qui est universelle, enfin à tendance universalisante, alors que nous sommes sur des objets de propriété qui sont extrêmement différents. Donc, je n'insiste pas, mais cette dématérialisation de plus en plus nette de la propriété a des implications considérables avec les questions foncières. Et c'est évidemment quand on est avec les entreprises qu'on s'en aperçoit. C'est horriblement technique, mais je vous suggère, si ce thème vous concerne, de lire la thèse d'Antoine Ducastel. Antoine Ducastel, c'est un chercheur français qui vient de faire une thèse sur les fonds de private equity en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est actuellement un des pays qui sert de laboratoire pour la financiarisation de l'agriculture. C'est là qu'on invente des formules qui seront les formules de demain dans l'agriculture mondiale. Et Antoine Ducastel est allé en Afrique du Sud et il a fait une enquête extrêmement fouillée sur le financement de l'agriculture sud-africaine. Et alors j'en ai fait un compte-rendu sur le site de l'Académie d'agriculture que vous pourrez trouver si vous voulez voir rapidement ce qu'il y a dans la thèse, parce que c'est assez corporatif. Mais dans cette thèse, vous trouvez véritablement tous les mécanismes qui sont issus de cette dématérialisation de l'approche foncière. Autrement dit, les entreprises désormais qui s'intéressent à la production agricole ont une façon d'entrer dans ce secteur économique totalement géré par la financiarisation, la mondialisation, la recherche de profits spéculatifs et la dématérialisation. On est devant des agriculteurs qui n'auront plus jamais vu un seul centimètre carré de terre de leur vie. Voilà, nous avons des agriculteurs qui sont des agriculteurs de bureau. On est devant des méthodologies, des procédures qui sont complètement autres, dans laquelle le rapport au réel est totalement différent, enfin totalement perdu. C'est-à-dire que l'entreprise n'est plus sur le terrain. Elle se passe ailleurs. Les faisceaux de droit. Juste un petit mot sur les fameux faisceaux de droit qui sont un des éléments moteurs actuels de la réflexion. L'idée qui parcourt la littérature,
je lis beaucoup de choses, hein, donc vous pouvez me faire confiance sur sur l'état de l'art que je suis en train de vous faire, mais actuellement vous ne trouvez plus une seule publication sur les questions foncières dans le monde dans laquelle on ne mette en avant le caractère heuristique extraordinaire des faisceaux de droit. Alors c'est une notion extrêmement intéressante, et vous savez que c'est une notion dont par exemple Elinor Ostrom s'est emparée dans ses études, elle qui a eu le prix Nobel d'économie au titre de l'économie alternative, elle qui a eu ce prix Nobel d'économie parce qu'elle a inventé des voies d'accès, elle a développé une réflexion d'une originalité totale par rapport aux écoles économiques traditionnelles, classiques. Bon. Mais les faisceaux de droit nous sont présentés aujourd'hui comme étant la solution. Et ce qu'on repère très très bien dans les publications, c'est que le problème, ce serait la propriété dans sa version latine, autrement dit la propriété qui pense statut, alors que la solution, ce serait les faisceaux de droit anglo-saxons. Il y a l'ébauche d'un nouveau récit d'histoire de la propriété qui veut nous faire admettre qu'il faut abandonner la notion de statut. Autrement dit, il faut aller dans le sens de l'érosion de la propriété pour admettre que beaucoup plus intéressants sont les partages. Autrement dit, la théorie des faisceaux de droit, c'est une théorie qui répond à l'interrogation, Catherine, que vous venez de poser. La théorie vous dit, mais Madame Fouchard, ne vous gendarmez pas, nous allons vers ce partage des utilités. Vous êtes propriétaire d'un terrain chez vous, mais vous allez devoir partager l'eau avec votre voisin, ceci avec machin. Et on va vous dire l'intérêt intellectuel que présente cette notion de faisceau de droit pour vous aider à vous débarrasser d'une conception archaïsante que vous avez de la propriété, vous qui voudriez être propriétaire dans votre carré de pré enclos, avec des limites, avec des frontières, etc. Pas du tout. Pas du tout. Ouvrez. Vous voyez, c'est ça l'épistémologie qui est derrière. En fait, c'est assez compliqué, mais là, je n'entre pas dans les détails, mais pour moi, c'est un cheval de bataille de très longue durée, parce que, en fait, comme je le lis tous les jours, présenter la question sous cet angle-là pose un problème, parce que même dans le récit juridique que nous faisons de la propriété latine, dont tout le monde sait, dont tout le monde ne cesse de dire qu'elle nous vient du droit romain, usus, fructus, abusus, voilà une formule que vous lisez, c'est une espèce de tarte à la crème de tous les discours fonciers, on vous resserre le droit romain, etc. Dès qu'on est un peu historien de ces questions foncières à Rome dans l'Antiquité, on sait très très bien que ce qu'on appelle le droit romain, ce n'est que le droit qu'on appliquait à ceux qui pouvaient se flatter d'être des citoyens de plein droit et qui ne concernaient pas plein d'autres catégories de population pour lesquelles on avait des catégories de droit agraire qui étaient complètement différentes, avec des désignations de ce qu'on appelle la propriété. D'ailleurs, on ne sait même pas comment ça s'appelait, ça n'a pas de nom dans les manuels de droit romain. Donc, on sait très très bien que si le droit romain dont nous parlent les manuels de droit romain écrits aujourd'hui par les profs de droit romain, c'est le droit romain dont la sélection a commencé à partir de la redécouverte, la réinvention du droit romain au XIe siècle dans l'université de Bologne, et qui ensuite a été porté par toute une série de générations de jurisconsultes, jusqu'à ce que ces gens-là, en l'espace de 5, 6 ou 700 ans, nous fabriquent un droit romain à eux, qui n'a jamais existé en tel quel à l'époque romaine. On est donc complètement abusé par ça. Donc tant que nous n'aurons pas nous-mêmes réécrit le récit de notre propre histoire agraire de droit latin en faisant un peu mieux la part des choses, nous aurons du mal à répondre à l'objection qui nous est présentée. Parce que c'est vrai que nous répétons des sottises de ce point de vue-là. Bon. En réalité, dans tous les pays du monde, à des degrés différents, mais même aujourd'hui en France, vous avez, avec des nuances, mais dans toutes les sociétés anciennes en tout cas, et encore dans la plupart des sociétés du monde aujourd'hui, le droit foncier, le statut, il dépend de 4 niveaux différents. Et si vous ne prenez pas les 4 niveaux en même temps, si vous ne faites pas une analyse conjointe de tous ces niveaux, vous ne pouvez pas définir correctement le droit foncier.
le droit des personnes. Vous avez beaucoup de sociétés dans lesquelles il n'y a pas une citoyenneté égale pour tout le monde dans le pays. Les familles de droit qui sont présentes dans le pays en question. Vous avez beaucoup de pays où il y a du droit coutumier, du droit musulman, du droit civil, de la common law, du droit d'equity, etc. Ensuite, les formes de droit agraire, c'est-à-dire l'existence de territoires qui ont un droit agraire spécifique parce que, etc., etc. Autrement dit, la plupart des pays du monde ne sont pas isotropes, c'est-à-dire n'ont pas le même droit exactement partout dans tous les centimètres carrés du territoire national. Et même dans un pays qui est pourtant un des champions de la recherche de l'unité, de l'indivisibilité et de l'isotropie, même chez nous, nous avons des exceptions. L'Alsace-Moselle n'a pas le même droit foncier que le reste de la France. Vous savez qu'en Alsace et en Moselle, du fait que ces départements ont été rattachés à l'Allemagne après la défaite française de 1870, ils ont adopté le régime allemand et que donc la propriété en Alsace-Moselle, elle se négocie dans l'étude du notaire comme dans tout le reste de la France. Mais alors que dans tout le reste de la France, quand vous sortez de l'étude du notaire, vous êtes propriétaire. Si je décide de vendre à François Favori ma terre, que nous convenons du prix de la terre, si nous faisons ça tout de suite, au sortir, et si vous êtes témoin, au sortir de la salle, il est propriétaire. Même si le paiement n'a pas encore eu lieu, même si nous ne sommes pas encore passés chez le notaire, etc. C'est vous dire à quel point nous sommes consensualistes dans notre système moderne français. Et donc, dès que nous passons devant le notaire et que le notaire établit l'acte authentique, dès la sortie de l'étude du notaire, la propriété est transférée. En Alsace-Moselle, pas du tout, c'est le régime allemand. Vous allez chez le notaire, vous faites la transaction, vous convenez du prix, le notaire fait son boulot, il prépare le dossier, mais ensuite il le transfère au juge du livre foncier, qui est un magistrat de l'ordre judiciaire, géré par le ministère de la Justice, et c'est le jugement du juge du livre foncier qui, au vu du dossier préparé par le notaire, dit: bon, très bien, le notaire a vérifié l'état civil de M. Chouker, il a le droit de vendre, l'état civil de M. Favori et son compte bancaire, il a les moyens d'acheter, qui vérifie qu'il n'y a pas d'hypothèque, qui vérifie qu'il n'y a pas vice caché, que j'ai pas déjà fait une promesse à quelqu'un d'autre et que je suis en train de faire une fausse promesse à M. Favori en lui vendant quelque chose que j'ai déjà vendu par ailleurs. Autrement dit, il vérifie s'il n'y a pas une prénotation, notion de droit allemand, au livre foncier. Et une fois tout ceci vérifié, le juge prend une sentence et dit: je décide que le bien est transféré et je le fais inscrire au livre foncier. Et c'est seulement quand c'est inscrit au livre foncier que M. Favori devient propriétaire de ma terre. Nous avons deux régimes en France. Donc vous voyez, même dans un pays comme le nôtre, qui pourtant transpire le souci de l'égalité et de l'uniformité dans toutes les parties de son territoire, même nous avons du droit agraire. Je vous en donne un autre exemple. Nous avons des anecdotes savoureuses en France, mais on ne les met pas assez en valeur. Vous savez que par exemple au Pays Basque, pays très soucieux, très chatouilleux de son indépendance, les agriculteurs ont créé une chambre d'agriculture concurrente de la chambre d'agriculture officielle. Et ça fait maintenant, je ne sais plus combien, 15 ans, 20 ans que ça dure, ou quelque chose comme ça. Eh bien, désormais, cette chambre d'agriculture, j'ai oublié son nom, en basque, mais cette chambre d'agriculture, maintenant, elle est entrée dans les mœurs et le gouvernement, les autorités de l'État, le préfet, etc., sont obligés de faire avec. Ils ne peuvent pas continuer à l'ignorer parce que c'est la volonté. Et donc, voilà une spécificité. Vous avez un pays, une région française où il y a deux chambres d'agriculture, l'officielle et la concurrente. Et la concurrente est en train de faire son trou. Donc, on est devant, vous voyez, des situations, tout doucement, il y a plein de choses qui se déplacent, plein de pions qui vont pas du tout dans le sens qu'on imaginait et qui nous donnent le tableau. Alors donc, les différentes conditions de droit agraire, et enfin les différentes utilités qui définissent la propriété. Vous savez que pour définir la propriété, il n'y a pas de définition abstraite, il n'y a qu'une série d'utilités.
déjà dans toutes les sociétés anciennes, mais encore aujourd'hui, on dit que la propriété, c'est le fait d'avoir, de posséder, de tenir, d'avoir l'usage, d'avoir l'usufruit, de mettre en valeur, d'exploiter, de pouvoir transmettre, de pouvoir vendre, de pouvoir échanger, etc., etc. Vous avez des listes d'utilités comme ça qui composent, et souvent dans les textes anciens, on répète toutes ces utilités pour ne pas en oublier une seule. Je pourrais vous citer des chartes médiévales ou des textes de l'Antiquité romaine, où on cite dans la loi de 111 avant Jésus-Christ, il y a 11 termes pour décrire les utilités par lesquelles on va définir la notion de propriété. Abéré, ténéré, liquéré, etc. Vous avez comme ça toute une série de termes. C'est le mode habituel de désignation. Donc ça, c'est le... Quand les auteurs vous parlent des faisceaux de droit, ils oublient tout ça et ils ne vous parlent que de ça. À de rares exceptions près. Avec une petite allusion, une petite phrase pour se débarrasser du problème sur le fait qu'il existe un droit coutumier et un droit musulman dans le pays, quand c'est un pays d'Afrique ou d'Asie, mais sinon, il ne s'intéresse qu'à cela. Donc aujourd'hui, on a des gros problèmes. On a un gros problème en expertise foncière, c'est qu'il faut faire reconnaître cette diversité des faisceaux, sinon on n'arrive pas à travailler. Je vous donne un exemple très intéressant. La loi sur les monuments historiques, en 1913, qui a créé pour la première fois dans le droit français une catégorie sans la nommer, sans la définir, parce que c'était trop fort, trop dur pour des juristes de droit civil, des jurisconsultes français, pour des gens de la doctrine. La loi sur les monuments historiques, elle a créé un régime particulier qui s'applique à des monuments et à leur environnement, les 500 mètres qui entourent le monument historique, que ces terres soient de droit privé ou de droit public. Elle crée donc une catégorie complètement nouvelle qu'il aurait fallu abstraire, qu'il aurait fallu définir en soi pour lui donner de la force. Mais là, les juristes français du 19e siècle, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ont reculé devant la tâche, ils se sont dit, oh là là, on va mettre le code civil complètement à mal si on est en train de bousculer la summa division, c'est-à-dire l'architecture principale du code civil français, on n'y touche pas. Et donc, ils ont mis ça dans les servitudes. Ils ont classé ça dans une espèce de poubelle du code civil qui s'appelle les servitudes. On met dans les servitudes tout ce qu'on ne sait pas bien classer ailleurs. Mais c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on voyait apparaître en France, un droit exorbitant du droit commun, du droit habituel, quelque chose qui véritablement apportait du neuf par rapport au code civil de 1804. Je vous signale également les sections de communes qui ont fait l'objet d'une loi il y a 4-5 ans à peu près. Vous savez qu'il existe des sections dans des communes alors ce sont des héritages, des usages locaux et de l'Ancien Régime dans pas mal de régions, et notamment dans des régions de montagne. Mais ces sections de communes sont très particulières puisque elles n'ont pas la personnalité morale. Donc un responsable d'une section de commune ne peut pas aller en justice, défendre, etc., faire valoir des droits. Mais en revanche, le maire de la commune à l'intérieur de laquelle il y a une section de commune ne peut pas intervenir sur les biens de la section de commune. Alors les maires, et c'est pour ça qu'il y a une loi qui a été votée il y a quelques années, les maires sont montés au créneau en disant aux législateurs, réformez cela, supprimez-nous ces horreurs, parce que on se trouve avec des sections de communes qui, par exemple, une section de commune peut posséder, par exemple, 100 hectares de bois, et moi, le maire de la commune, je ne peux rien faire. Je n'ai pas le droit d'intervenir parce que ce n'est pas un bien de la commune, c'est un bien de la section de commune. Et comme la section de commune n'a pas la personnalité morale, bonjour les dégâts, on est devant la personnalité juridique, pardon, on est devant des situations extrêmement difficiles. Alors, la suppression des sections de communes est largement entamée, mais ça fait rebondir, parce que tous les environnementalistes, tous les partisans des circuits courts, tous les partisans des usages locaux, tous les partisans d'une démocratie la plus localement ancrée disent, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, vous êtes en train, au lieu de les rénover, vous les supprimez, alors que vous auriez pu les utiliser pour faire évoluer vers d'autres pratiques juridiques, vers d'autres pratiques sociales, vers d'autres pratiques économiques, nos territoires. Voilà l'exemple même de débat que nous avons. Je passe sur cette...
Alors, je m'approche de ma conclusion. On est en train de vivre donc dans cette évolution mondiale, dont je vous ai donné des exemples aussi bien dans le monde qu'en France ou dans des pays voisins. On est en train d'évoluer vers une situation généralisée de portage. Et le portage foncier est quelque chose qui va se développer. Je vous donne l'exemple français. Le portage existe depuis longtemps. Sauf qu'il se faisait dans le secret des familles jusqu'à présent. Prenez une exploitation agricole. Depuis une cinquantaine d'années, les différents gouvernements français soutiennent l'activité agricole par des mesures législatives dérogatoires. On sait très bien que c'est un secteur difficile, fragile, qui s'effondre, et donc on le maintient par des perfusions diverses et variées. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait du droit dérogatoire au droit civil pour soutenir. Je vous donne un exemple. L'attribution préférentielle, Code civil, article 831. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez une famille d'un agriculteur qui est en âge de prendre sa retraite, il réunit ses enfants, il dit: est-ce qu'il y en a un parmi vous qui veut reprendre la ferme paternelle? Oui, moi je suis preneur, très bien. Eh bien toi, tu vas avoir une attribution préférentielle. La loi l'y autorise. C'est-à-dire que, contrairement à l'égalité successorale du droit civil, c'est toi qui vas bénéficier du plus gros lot. Et tu ne seras pas obligé de rembourser à tes frères et sœurs l'équivalent, au centime près, de la part parfaite de chacun. Tu vas leur payer une soulte, c'est le nom technique de cette rétribution, tu vas leur payer une soulte qui va les défavoriser. Mais ils n'avaient qu'à choisir, la loi dit, ils n'avaient qu'à choisir de reprendre la ferme. Mais vous voyez, on fait rentrer la dérogation. Bon. Autre dérogation, ce qu'on appelle le statut du fermage. Le statut du fermage, avec la création des groupements fonciers agricoles et la création des baux à long terme, le statut du fermage depuis 1970, c'est la possibilité pour les agriculteurs de bénéficier de montages juridiques qui vont permettre la sauvegarde de l'activité économique, la sauvegarde de l'exploitation familiale, au prix d'entorses faites à toute une série de règles. Donc on pratiquait en quelque sorte le portage interne aux familles, un portage discret. Qui n'était pas trop connu du reste de la population parce que c'est assez technique, mais c'est un portage. Sauf que maintenant, on va à un portage, on est en train de s'orienter vers un portage généralisé, enfin qui pourrait devenir généralisé, étant donné que nous savons que nous sommes devant une société dans laquelle il y a de plus en plus d'exploitations agricoles qui sont en faillite, ou en tout cas qui ne trouvent pas repreneurs, et qu'il va falloir transmettre à d'autres que les descendants de l'agriculteur, à d'éventuels repreneurs. Vous êtes un urbain, jusqu'à présent vous étiez employé de banque et vous voulez vous recycler comme agriculteur, ben vous avez des montagnes de difficultés parce que d'abord vous n'avez pas de capital foncier. Votre famille n'est pas une famille d'agriculteurs. Alors donc vous vous tournez à ce moment-là vers des organismes parapublics ou privés, par exemple les SAFER, société agricole pour le foncier, l'exploitation rurale. Vous vous tournez vers des sociétés dites de portage, Agriland, Terre de Liens, en France, Spareaid en Europe, et vous leur dites, voilà, moi je suis candidat à la profession d'agriculteur, mais j'ai pas de terre. Est-ce que vous avez des terres pour moi? Eh bien, par exemple, Agriland ou Terre de Liens vont vous louer des terres, peuvent vous louer des terres, parce que voilà des sociétés qui capitalisent, qui achètent, qui héritent, peu importe les mécanismes par lesquels ils les obtiennent, de la terre, pour ensuite les louer à des agriculteurs qui ont un projet. Qu'il s'agisse de soutenir des agriculteurs déjà installés, mais qui ont besoin soit de s'agrandir, soit de changer d'activité, ou au contraire de jeunes postulants en agriculture qui, jusqu'à présent, n'étaient pas eux-mêmes agriculteurs et n'avaient pas de terre. Actuellement,
la plus grosse, alors en France pour l'instant c'est timide, mais ces 2 ou 3 dernières années, ça commence à galoper. Vous avez des sociétés de portage spéculatifs, comme par exemple les sociétés chinoises qui investissent en France, en Sologne, dans le vignoble de Bordeaux, vous avez comme ça 2 ou 3 endroits où il y a des investissements massifs. Par exemple en Sologne, une entreprise chinoise a acquis 1700 hectares. 1700 hectares, c'est la taille d'une commune, hein. C'est gros, c'est pas n'importe quoi. Et puis la plus grosse société étrangère installée en France, c'est Agriland. C'est une société de portage non spéculatif, mais il possède déjà 3200, 3300 hectares en France, principalement dans le nord de la France. C'est une société belge. Il possède de la terre. Mais quand vous regardez par exemple Spearhead, c'est le modèle, c'est le champion de société de portage en Europe. Il possède 84 400 hectares en Europe, dans différents pays, l'Angleterre, des pays, la Slovaquie, la Pologne, je sais pas, enfin bon. Mais on va donc vers vous voyez, on retrouve là le modèle dont je vous ai parlé à propos de l'Argentine, c'est-à-dire de sociétés, sauf que bon, les conditions économiques sont différentes, hein, mais les sociétés sont extrêmement puissantes puisqu'elles ont un capital foncier. Terre de Liens, pour vous donner un exemple, Terre de Liens qui est le modèle actuellement des sociétés non spéculatives, elle, c'est pour encourager le maintien de l'agriculture familiale, c'est pour encourager des pratiques vertueuses en matière d'environnement, c'est pour garantir des circuits courts, enfin bref, toute une série de motifs avec lesquels on ne peut qu'être d'accord. Or, Terre de Liens est en train de devenir un très gros propriétaire foncier. La Caisse des dépôts et consignations investit des millions d'euros dans Terre de Liens parce que c'est une des sociétés, une des associations qui actuellement ouvre la voie de la rénovation d'une rénovation possible de l'agriculture française. Donc on va vers le portage foncier. Alors je vais vous donner un petit exemple. J'ai été auditionné il y a 1 mois et demi, le 8 février, par la mission parlementaire à l'Assemblée nationale qui s'occupe de la réforme du foncier. Et donc au cours de l'entretien que j'ai eu avec la commission de députés et d'assistants parlementaires ce jour-là, on a évoqué ces questions de portage foncier et d'évolution, et je leur ai répercuté une idée que moi j'avais trouvée dans je ne sais plus quel rapport, c'est une idée qui traîne, mais quelqu'un a suggéré que de la même façon qu'il existe un plan d'épargne logement dans les circuits de financement, qu'on pourrait créer un plan d'épargne foncier où tout un chacun, vous, moi par exemple, nous pourrions placer nos économies et ainsi diriger des fonds spécialement dévolus au soutien à l'acquisition foncière. Le but du portage est très simple, c'est faire en sorte que l'agriculteur n'ait pas à investir dans le foncier, par exemple, n'est pas à rembourser ses frères et sœurs quand il récupère la ferme familiale, mais qu'il puisse mettre l'essentiel, sinon la totalité de son capital, dans son entreprise. Et donc on le libère du foncier. Donc vous voyez l'abstraction du foncier. Vous comprenez que devant une telle abstraction, la propriété n'a plus aucun sens, n'a plus aucun intérêt même. Puisqu'on vous prête, à la limite, puisqu'on vous prête le foncier, vous n'avez pas réclamé dans les propriétaires, l'essentiel est que vous en ayez l'usage dans des conditions de garantie, de pérennité, etc., etc. Donc tout ça... Ne pas oublier que tout se fait, c'est juste une petite incise parce que j'ai pas le temps de développer, mais que tout se fait dans une hétérogénéité agraire permanente et que nous ne cessons dans nos sociétés contemporaines, je pourrais vous donner des multiples exemples dans les pays en développement, mais aussi dans tous les pays développés, nous ne cessons d'inventer, de reproduire et de transmettre des formes d'hétérogénéité agraire et que il n'y a jamais 2 territoires qui ont les mêmes statuts. Alors que ce soit dans l'Antiquité, voilà la carte de l'Italie romaine prise dans la thèse de Humbert, qui montre la diversité des statuts au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est une carte de l'inégalité des statuts dans les plaines moyennes de la Saône entre Dijon et Besançon au 7e, au 8e et au début du 9e siècle. C'est un inédit. Enfin, ça vient tout juste de sortir.
ça, c'est la carte des statuts fonciers territoriaux dans l'Algérie coloniale. Et puis ça, c'est le périmètre de Notre-Dame-des-Landes, où est en train de se fabriquer un superbe exemple d'hétérogénéité agraire, puisque les occupants de Notre-Dame-des-Landes sont en train de se battre, à coup de rendez-vous à la préfecture de Loire-Atlantique, sont en train de se battre pour que ce périmètre soit pérennisé et qu'il devienne une zone de statut spécial où les règles du foncier ne fonctionneraient pas de la même façon que dans le reste, dans l'environnement. J'ignore qui va gagner si... Alors vous savez que les agriculteurs conventionnels, la Chambre d'agriculture, etc., sont complètement hostiles à ce projet des zadistes, mais peu importe, nous ne faisons pas de la spéculation sur l'avenir, on observe, mais je suis curieux de savoir qui va l'emporter et quel sera le modèle qui va être retenu. Est-ce qu'on va faire la même chose que ce qu'on a fait au Larzac, c'est-à-dire créer une zone où le droit foncier ne sera pas le même que dans les territoires? Si c'est ça qu'on fait, si les zadistes l'emportent, et après tout c'est pas du tout impossible, on est en train de découdre l'unité, la divisibilité, l'isotropie de notre territoire, puisqu'on ne pourra pas dire que partout en France c'est la même loi qui s'applique. C'est lourd de conséquences. C'est très intéressant, mais c'est lourd de conséquences et il faut donc le retenir. Alors, des conclusions, j'en aurai des tonnes, je me contente d'une seule. Vous voyez que lorsqu'on veut engager un programme de travail avec un pays qui est demandeur d'aide, on a tout intérêt à, le plus possible, le mieux possible, à mettre sur la table tous les problèmes que je viens de vous évoquer dans la mesure où ils peuvent concerner le pays en question. Se mettre d'accord non seulement sur le vocabulaire, sur les concepts qu'on emploie, mais surtout sur le sens de l'histoire, le sens du récit, etc. Et le travail que nous faisons par exemple avec FIEF, France Internationale pour l'Expertise Foncière, avec la Direction Générale des Finances Publiques et avec le Comité International d'Aménagement du Territoire d'Haïti, c'est ça. On a en face de nous quelqu'un d'absolument brillantissime, la directrice du comité interministériel d'aménagement du territoire d'Haïti est une personne exceptionnelle, d'une culture, d'une intelligence foncière et d'une connaissance sociale de son milieu absolument hors de pair. Et on a engagé, ça fait 10 ans, un peu plus même, et ça, après le tremblement de terre, ça a repris de la vigueur, puisque vous savez que la France a investi dans ce pays, notamment pour la reconstruction du cadastre d'Haïti. Et donc nous travaillons ça actuellement. Il y a 10 communes en Haïti qui sont soumises à une procédure expérimentale et qui donnent des résultats très très intéressants. Mais il a fallu mettre à plat tous les problèmes. Qui fait quoi, quelle est la nature de la propriété, c'est quoi l'histoire d'Haïti, pourquoi nous en Europe nous faisons une confusion sur l'indivision en Haïti, que nous comprenons, etc., etc. On a véritablement mis sur la table beaucoup de choses et à partir de ce moment-là, vous voyez, à force de faire des séminaires en commun, on a pu dire, bon, mais cette fois-ci, on a compris ce que vous voulez, et vous comprenez ce qu'on est capable de vous offrir, donc nous voyons là où nous pouvons collaborer et là où nous ne pouvons pas collaborer. Autre exemple, je suis allé en Colombie, j'ai été reçu par la directrice du cadastre en Colombie, elle m'a dit, monsieur, voilà, nous voulons un cadastre, nous voulons refaire le cadastre, est-ce que vous avez de quoi, quelque chose à nous offrir? Ben, je dis oui, l'ordre des géomètres experts, par exemple, fait des formations, peut intervenir. Mais quel type de cadastre voulez-vous? Ah, elle me dit, nous voulons un livre foncier. Ah, je dis, ben non, allez voir les Allemands. Allez voir les Allemands. Nous n'avons pas de livre foncier chez nous. Donc on ne va pas vous envoyer comme formateur pour vos géomètres, ou pour vos notaires, ou pour vos conseillers fonciers du ministère. On ne va pas vous envoyer des gens qui vont vous apprendre le système sans livre foncier de la France, alors que c'est ce que vous voulez faire. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment bien ce que vous voulez faire? Pourquoi choisissez-vous un livre foncier? Alors vous voyez, après, il y a tout un travail. Alors voilà pourquoi certaines collaborations marchent et d'autres ne marchent pas. Parce qu'on a plus ou moins bien fait cette mise à plat. Et je terminerai en vous disant que actuellement l'opération la plus réussie en termes d'exportation d'un savoir-faire et d'une expertise, c'est l'expérience des notaires en Chine. Depuis 20 ans, les notaires ont développé un séminaire à la fois professionnel et universitaire commun avec l'université de Shanghai.
Et ils ont remporté un appel d'offres du gouvernement chinois il y a de cela 15 ans. Ils ont introduit le droit civil français en Chine, ils ont introduit le notariat, et actuellement, ils forment les notaires chinois. Et il y a actuellement entre 8 et 10 000 études de notaires en Chine. C'est une pointe d'épingle par rapport à l'immensité du pays. Mais n'empêche qu'il faut bien commencer par un bout. Et vu les problèmes fonciers et vu le caractère sauvage de la spéculation foncière en Chine, ça sera très bien qu'il y ait des outils de régulation qui, avec le temps, se mettent en place. Voilà, excusez-moi, j'ai été bavard. Merci de votre attention. On peut répondre.
Donc voilà pour la présentation.